On va pouvoir commencer. Merci infiniment à toutes et à tous d'être venus jusqu'ici ce matin malgré la pluie. On a un panel assez exceptionnel aujourd'hui avec ces 4 invités. Donc, déjà, je suis Charles Gorintin, cofondateur et CTO de Alan. On est ravis de vous accueillir ici. D'abord, Alex Boisiz, vous êtes le cofondateur et... Je vous vois, c'est cool. Ouais, j'essaye de vous voyer tout le monde pour être bien équilibré. Vous êtes le cofondateur et CEO de Deal. Donc Deal, c'est la plateforme admin RH que vous avez créée il y a 4 ans et qui est maintenant valorisée plus de 12 milliards de dollars. Avec Deal, vous permettez aux entreprises de recruter dans plus de 150 pays et vous vous occupez de tout. Mais vous êtes aussi très avancé dans le domaine de l'IA. Mathilde Lecause, vous êtes DRH de Mazars France. Vous êtes aussi présidente de l'ELAB RH, qui est une association de start-up professionnels et experts RH pour promouvoir l'innovation en ressources humaines. Arthur Mensch, vous êtes le cofondateur et CEO de Mistral AI, donc l'étoile montante de l'IA mondiale, qui a notamment développé... J'ai dit Mistral et l'étoile montante, pas Arthur Mensch. Qui a notamment dévoilé récemment le chat, concurrent sérieux de ChatGPT. Et enfin, Benoît Serre, merci aussi d'être là. Vous êtes partenaire RH au BCG et vous êtes aussi vice-président de l'ANDRH. Voilà. Je ne sais pas si je prononce de bonne manière. La plus importante communauté de professionnels RH en France et qui existe depuis 1947. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'IA. Vous savez, c'est un sujet qui est au cœur de toutes les conversations sur le futur de l'entreprise. Donc c'est très vaste, mais ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, ça va être l'IA pour les ressources humaines notamment. L'IA et les modèles d'entreprise, comment conduire le changement et notamment les enjeux humains que ça peut impliquer. Donc on va commencer tout de suite sur le sujet de l'intégration de l'IA dans les processus RH dans les entreprises. Donc peut-être Arthur Mensch, j'aimerais commencer cette table ronde avec un petit instantané de l'usage de l'IA dans les entreprises. Donc Arthur, vous qui êtes au centre de la machine, où est-ce qu'on est en France sur l'adoption de l'IA par rapport aux autres pays d'Europe et au monde? Je dois parler dans le micro. Ça dépend pas mal des entreprises. Globalement, c'est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis, mais on voit de l'adoption en tant qu'outil de productivité pour tous les employés. Donc en général, ça prend la forme d'un assistant qui va se connecter au contexte de l'entreprise. On le voit utilisé en productivité développeur, parce que c'est assez facile à utiliser pour le coup. Ça ne marche pas très bien, mais c'est utilisé. Et puis, on le voit utilisé pour commencer à créer des applications un peu plus cœur, donc dans les métiers notamment de la finance, où ça permet de un peu surveiller les flux financiers, surveiller les rapports, etc., agréger la connaissance pour aider les analystes essentiellement. Merci. Et donc, Benoît Serre, si on zoome un petit peu plus d'un point de vue RH, c'est un outil qui est adopté par les équipes ou pas en France? Ça commence. Comment vous l'utilisez? Ça commence doucement, je suis d'accord avec Arthur. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, il y a eu une première approche qui était très productiviste. Donc, effectivement, dans quelques entreprises, ça a commencé à s'installer dans les services de finance, compta, un peu dans les pressions du personnel, dans tous les sujets un peu transactionnels qu'on va trouver dans une organisation, parce que ça simplifie, mais ça n'a pas encore impacté les organisations elles-mêmes. Donc voilà, je pense qu'on entre là dans une seconde phase qui est moins productiviste et plus organisationnelle. C'est-à-dire qu'on commence à regarder... Vous savez, il y a 2 manières de regarder l'IA dans les entreprises. Vous avez une manière productiviste qui vous permet d'être totalement pessimiste sur la catastrophe sociale que ça va procurer. Et vous avez une approche organisationnelle
qui vise à regarder comment vous allez simplifier un certain nombre de process, comment vous allez simplifier les process de reporting qui bouffent du temps aux managers, et comment vous allez l'appliquer un peu sur le long terme. Mais voilà, donc, et cette deuxième phase, pour le moment, elle est essentiellement dans le cerveau des gens et assez peu sur le terrain. Voilà. Merci. Et donc, Mathilde Lecause, quand on est DRH de Mazars, comment est-ce qu'on fait adopter l'IA à nos équipes? Comment est-ce que vous avez commencé? Alors c'est vrai que, alors moi on parle des IA génératives, type ChatGPT, Copilot, ce que fait Mistral, parce qu'en fait les IA, ça existait déjà dans les outils, notamment dans le domaine de la tech RH, il y a beaucoup de solutions dedans où il y a déjà des intelligences artificielles quelque part derrière les outils qui nous permettaient de traiter déjà un certain nombre de choses de manière plus rapide, plus efficace, plus intuitive aussi, etc. Que ce soit dans le recrutement, beaucoup, mais aussi par exemple dans le développement des talents. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment plutôt l'acquisition de cette aide personnelle, donc quand on est travailleur, de se dire je vais avoir mon IA personnelle qui va m'aider aussi à m'améliorer dans ma productivité au quotidien. Du coup, on partage d'expérience. En tous les cas, chez Mazars, le premier enjeu, c'était quand même l'éducation. Parce qu'en fait, derrière l'IA, il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de déontologie, respect des protections des données et des informations. Alors, chez Mazars, mais pas le seul, nous, en plus, on traite que des données confidentielles. Donc, on a fait tout de suite attention. Et donc, on a sécurisé notre environnement IT pour justement avoir des IA qui ne partagent pas la donnée à l'extérieur. Donc ça, c'était la première chose, vraiment de l'éducation. Et le deuxième, en fait, c'est déjà de comprendre les usages. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de productivité. Si on, par exemple, dans les RH, on se dit 30% de productivité, on cible. Déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de la productivité. Et je pense que c'est ce que disait Benoît, c'est la première question auquel il faut qu'en tant que RH, on ait une réponse. Est-ce qu'on va faire de la productivité pour recruter moins de gens ? Est-ce qu'on va faire de la productivité pour redonner cette productivité en temps aux collaborateurs, c'est-à-dire travailler sur les équilibres de vie? Ou est-ce qu'on va utiliser cette productivité pour des missions sociales ou environnementales, c'est-à-dire déporter le temps des collaborateurs sur d'autres missions? Et il faut d'abord répondre à ça en termes de conduite du changement. Et ensuite, on peut travailler, c'est ce qu'on a fait sur les usages métiers au quotidien, quels que soient les métiers. Quels sont les usages que tu vas pouvoir avoir avec l'IA en RH, mais dans le marketing, dans la finance. Donc, nous, on en est là aujourd'hui à lister tous les cas d'usage et à les former à utiliser l'IA pour ces cas d'usage. Merci beaucoup. Enfin, on y reviendra justement aux transformations. Et donc, Alex Bouaziz, quelles sont les limites de l'IA dans les RH? En fait, vous avez beaucoup appliqué ça chez Deal. Quelles sont les limites? Donc, c'est cool, je vais faire ça en français en plus, ça n'arrive pas souvent. En fait, nous, on a créé un petit produit qui s'appelle Deal AI. Et en gros, ce qu'on a compris, c'est que dans ce qu'on fait, donc le traitement de données importantes, mais aussi on est sur 150 pays, on permet de faire du recrutement, des bénéfices, de la paie, etc. C'est plutôt compliqué et ça prend beaucoup de temps au système d'HR. Donc chez nous, on a créé un petit système sympathique où on a créé notre propre knowledge base et plein d'articles sur tout ce qui se passe, etc. On a pris 20 000 articles et une équipe de 20 personnes qui écrivent des articles sur ça toute la journée. Ça permet à n'importe qui en HR de query la question qu'ils veulent. C'est quoi les employer costs en France, en Espagne, comment terminer une personne dans ce pays, ou même les données personnelles. Combien de personnes j'ai recrutées ce mois, ou qui est la meilleure personne qui a performé par rapport à mon cycle de performance plan, etc. Donc vraiment, ces limites-là, ça peut vraiment permettre, moi je pense aux sociétés, d'avoir des quote-unquote superpowers. Et je pense que ça va être très cool. Merci beaucoup. Et donc Arthur Mensch, qui dit RH, dit comportement humain. Et aujourd'hui, est-ce qu'un modèle Mistral a la capacité d'aider un manager ou un RH à gérer des situations humaines assez complexes? Alors des situations humaines, certainement. Nous, on a commencé en interne, on l'utilise beaucoup. On l'utilise pour faire du product management. Donc ça permet de faire remonter tous les feedbacks utilisateurs, feedbacks clients, et l'agréger de manière très régulière et synthétique, en nous donnant essentiellement ce qui est en train de remonter de nos entretiens, et puis ce qui est en train de remonter des channels Discord, etc. Et ça permet ensuite aux scientifiques qui travaillent sur le modèle et qui essaient de l'améliorer, de s'emparer de cette connaissance-là et puis d'essayer d'améliorer le modèle. Donc d'une certaine manière, ça fluidifie la relation entre les équipes, parce qu'il y a l'équipe produit et l'équipe scientifique qui ont besoin d'interagir entre elles. Et en fait, elles passent moins de temps
à synthétiser toute l'information qu'on a, parce que celle-ci est quand même assez importante, parce qu'on parle avec beaucoup de gens, et en revanche plus de temps à réfléchir sur les synthèses qui ont été faites. Ça fonctionne parce que les synthèses n'ont pas d'hallucination, sont exactes en général, et bon, pas toujours, il y a quelques problèmes parfois, mais essentiellement ça permet de faire des pré-reads sans que les gens y travaillent trop. De la même manière, on peut faire des transcriptions, etc. Et pour des sujets comme le burn-out, la dépression, est-ce que ça peut être des choses... Ouais, certainement, en fait, ça permet de voir un peu, de détecter les signaux faibles nous, on ne fait pas à ce stade, mais ça permet de détecter les signaux faibles dans les conversations sur Slack, sur ce genre de choses. Un assistant, on peut en faire en sorte que c'est pas mal d'empathie si on le prompte pour qu'il en ait. Et ça, c'est une bonne manière d'évaluer le bien-être au travail aussi. Merci beaucoup. Et donc, on va essayer de passer à la deuxième partie, donc, sur la conduite de changement vis-à-vis de l'IA dans les entreprises. Donc, Benoît Serre, j'aimerais parler un petit peu dans les entreprises que vous rencontrez, en fait, est-ce que l'IA est perçue comme un intérêt vital où il faut investir massivement, ou alors plutôt comme quelque chose où il y a juste des simples essais et on va voir si ça marche? À la fois dans celles que je rencontre, puis dans celles dont j'ai dirigé les ressources humaines, comme L'Oréal récemment, mais en fait, vous avez deux types de réactions. Vous avez des réactions volontaristes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de conviction que, pour le coup, contrairement d'ailleurs, vous savez, il y a 3 ans, tout le monde me faisait venir sur le métaverse. Et puis, pouf, plus personne parle de ce truc, alors c'est en train de revenir là. L'IA, tout le monde a compris très vite que c'était un peu différent. Donc vous avez certaines entreprises, certains DRH qui vont se saisir du sujet. Je trouve d'ailleurs, à titre personnel ou dans la NRH, que les DRH ne s'en saisissent pas assez et qui subissent un peu l'aspect productiviste sans anticiper les conséquences que ça pourrait avoir derrière. Et pour reprendre le point qu'Arthur évoquait, je pense que dans cette espèce de logique volontariste, il y en a pas mal qui vont travailler sur le sujet de la récupération des données. Vous savez, entre les entretiens annuels, les feedbacks, les machins, il y a des milliers d'informations qu'on perd, qualitatives. On a plein d'informations quanti, fait ses objectifs, pas ses objectifs, ça on sait faire. Mais la partie quali, ce que tu évoquais tout à l'heure, donc là c'est la partie volontariste. Vous avez une deuxième partie qui ont plutôt une approche autour de l'idée que cette histoire-là est inéluctable. Et donc, puisque ces choses nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Mais je trouve que là, pour le coup, ce n'est pas forcément la bonne approche, parce qu'ils n'y associent pas un modèle de change, et notamment une compréhension par les gens de ce que c'est au-delà du jeu, quoi. Très vite, les gens savent se servir de ChatGPT ou de Mistral ou ce que vous voulez, mais en fait, ils ne voient pas, c'est plutôt un jeu, en fait, en quelque sorte, ou qui leur fait gagner du temps. En revanche, ils ne font pas les programmes de change qui vont avec, ils n'intègrent pas forcément les dimensions de formation pure qu'il y a avec, pour ne pas faire n'importe quoi quand même. Et puis faire attention en termes de cybersécurité, Mathilde l'a évoqué. Ça, c'est un point qui est en train de monter dans les entreprises, une vraie inquiétude de cybersécurité, et que je balance mes infos dans la nature, je ne sais pas ce que ça revient. Et le troisième point, c'est comment ça s'impacte dans les systèmes de onboarding, d'intégration des gens ou de prise de fonction. Parce que ça, c'est une dimension qui, pour le moment, n'est pas très développée. Et qui doit être absolument intégré. Parce qu'il y a un vrai sujet d'acquisition de compétences, et il ne faudrait pas que l'IA, moi je le vois à la fois au BCG aujourd'hui, mais dans d'autres organisations comme les cabinets d'avocats ou des organisations très tech, qui est finalement que quand on recrute quelqu'un, en fait il ne va pas apprendre le métier, parce qu'il y a tout un tas de sujets qui vont être traités par l'IA, donc il a le sentiment de savoir, mais il ne sait pas faire. Et ça, pour le moment, on ne le voit pas, en fait, parce que vous avez toute une génération qui est arrivée pas dans ces situations-là. Si je me projette à 5-10 ans, je crains que si on n'y fait pas attention, on ait un vrai sujet de compétence initiale où les gens confondent le fait de savoir poser une question et le fait de comprendre la réponse. Et donc, d'avoir une sorte de capacité à critiquer la nature de la réponse que ça lui donne. Ça, c'est un petit sujet un peu d'inquiétude. Voilà, donc, mais en tout cas, on voit que le truc est en train d'avancer doucement mais sûrement. Ce qu'il faut, c'est pas laisser la main au patron informatique. Merci beaucoup. Alex Boaziz, peut-être même question, parce que vous voyez beaucoup d'entreprises, de manière très internationale. Est-ce que les gens voient ça comme un sujet dans lequel il faut investir tout de suite,
ou en fait Bah déjà, nous, on a fait un petit rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, on peut le partager après, sur le nombre de personnes qui ont été recrutées avec le mot IA dans leur titre. Et je crois que c'est en hausse de 70% par rapport à 2023, donc définitivement beaucoup d'entreprises qui recrutent à ce niveau-là. Après, de notre côté, par exemple, sur notre outil, ce qu'on voit, c'est une croissance exponentielle. On a commencé, on recevait près de 1000 questions par semaine. Aujourd'hui, on en reçoit plus de 9000 par semaine. Donc, on voit beaucoup d'adoption dans le produit. Et je pense que la plupart des HR avec qui on travaille, il y a toujours un problème de confiance parce qu'on travaille avec de la data super importante. Et si on vous dit que vous pourrez sortir une personne en France en 2 semaines et que ce n'est pas vrai, vous n'avez pas aimé la réponse. Donc, il y a un vrai problème de confiance, on va dire, sur la data. Et je pense que la plupart des HR qui sont plutôt qui ont pas mal d'expérience réfléchissent à 2 fois quand ils regardent le genre de réponse qu'on a. Et ça se construit avec le temps et ça se passe plutôt bien. On voit qu'il y a une vraie adoption chez nous. Donc, on voit vraiment ça comme un outil qui leur donne des super pouvoirs plutôt que remplacer le travail qu'ils font. Et la HR, c'est plutôt critique. Donc, je pense que toutes les personnes avec qui on travaille, ils ont vraiment un œil critique sur ce qu'on fait, les réponses qu'on donne. Et j'ai pas trop peur de ce côté-là au niveau de la HR parce que ces personnes plutôt pro à ce niveau-là, ils font très attention. Merci beaucoup. Et donc Mathilde Lecause, comme dans toutes les révolutions techniques, il y a des personnes qui ont plus de mal à adopter ces nouveaux outils. Donc comment est-ce qu'on embarque le plus grand nombre dans une révolution comme ça ? C'est vrai qu'il y a la peur du vide pour beaucoup, c'est-à-dire si l'IA fait des tâches que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Donc comme on ne visualise pas, on se dit que son poste va être supprimé, en tout cas c'est une des croyances. Alors après, je sais, au global, on créera plein de jobs, mais oui, il va quand même y avoir un sujet de comment on forme, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, tout le monde ne va pas avoir à acquérir tout de suite les compétences autour de l'IA. Quand on voit déjà le sujet de la fracture numérique, bien sûr qu'on va le retrouver avec l'IA. Nous, on est une entreprise où les gens sont très jeunes, je ne dis pas du tout que les aînés ne sont pas, mais en tous les cas, chez les jeunes, ils sont habitués à discuter avec des chatbots, des assistants virtuels. Donc, en fait, du coup, il y a une facilité d'usage, de prise en main, qui fait qu'il n'y a pas... Ils sont plutôt très demandeurs, mais il y a un sujet d'éducation. Après, l'enjeu, c'est effectivement, encore une fois, expliquer ce qu'on va faire à la place. Ça s'applique sur les RH, mais on l'a aussi pour nos consultants, nos auditeurs. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on va faire à la place de ces tâches qui seront traitées par l'IA. Pour beaucoup de gens, il y a un manque de confiance, donc déjà, ils ne visualisent pas. Ce n'est pas donné à tout le monde que de se dire « je suis enthousiasmé par l'inconnu, etc. » Tout le monde n'est pas en capacité de designer sa nouvelle fiche de poste, ses nouvelles tâches. Donc, il y en a qui il faut aider. Donc, ça, c'est vraiment les cas d'usage. Le temps que tu vas économiser, par exemple, je prends dans les postes de recrutement, eh bien, c'est le temps plus qualitatif. Moi, je crois beaucoup à ça pour remettre la fonction RH sur vraiment la gestion de l'humain dans les organisations, donc être dans l'accompagnement, voir beaucoup plus les candidats. Je vais peut-être passer moins de temps à trier les CV et à faire les réponses, mais du coup, je vais pouvoir passer plus de temps à faire visiter mes locaux, à faire vivre une expérience à mes candidats en étant dans le vrai contact humain. Donc moi, je pense que c'est redonner vraiment la belle place à la fonction RH qui est aujourd'hui souvent engluée quand même dans des process assez administratifs. Mais pour cela, il faut aussi évoluer dans un environnement avec une sécurité psychologique, c'est-à-dire un vrai sujet de confiance. Quelle est la finalité de mon organisation ? Que va-t-elle faire de cette productivité-là ? Et là, c'est les dirigeants face à leur responsabilité de quelles sont les décisions qu'ils vont prendre lorsqu'ils vont constater cette productivité. Sinon, il y aura de la casse sociale si on n'est pas collectivement responsable. Mais on peut aussi l'utiliser de façon très vertueuse pour dégager du temps. Par exemple, imaginons, on gagne 30%, l'équivalent d'une journée par semaine sur ces tâches. On pourrait très bien donner ce temps-là pour une association ou une cause environnementale sur le temps professionnel, pour créer une autre valeur qui n'est pas que financière, mais qui est sociale, par exemple. En tous les cas, c'est des choix qui doivent se poser et répondre à cette question-là, on doit y répondre avant d'enclencher le changement, parce que c'est ça qui va permettre aux gens d'avoir confiance ou non dans les orientations et de s'y projeter de façon enthousiaste ou non. Merci beaucoup. Et donc, Arthur Mensch, vous êtes bien placé pour le savoir. On assiste à des évolutions quotidiennes sur l'IA, avec constamment des nouvelles capacités. Dans quoi est-ce que, concrètement, on doit investir aujourd'hui si on ne veut pas être dépassé demain ? Qu'est-ce qui ne va pas changer, globalement ? Je pense qu'il faut faire beaucoup de formation, parce que le sujet, c'est qu'en fait, les intelligences artificielles qu'on développe, elles sont quand même en train de... On est sur une limite où à chaque fois qu'on sort une nouvelle version d'un modèle, on débloque
un grand nombre de tâches qui peuvent être complètement automatisées. Et donc la question, c'est comment on fait en sorte que la main-d'œuvre monte en compétences pour avoir un apport marginal non nul par rapport à la machine. Et ça, en fait, c'est ça le vrai sujet des années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire des assistants, mais demain, on saura faire des agents autonomes dans beaucoup de tâches. Et donc ça veut dire que ces agents autonomes qui vont pas remplacer, mais qui vont s'occuper de certaines fonctions où on avait précédemment de la main-d'œuvre, il faut faire en sorte que cette main-d'œuvre fasse autre chose. Et en fait, je pense qu'on n'en prend pas tout à fait assez conscience, parce que dans 1 ou 2 ans, une grosse partie de tout l'aspect très opérationnel de l'entreprise pourra être effectué par des intelligences artificielles. Et donc, en fait, effectivement, il y a un sujet de comment on accompagne ça, comment on fait en sorte que toute la main-d'œuvre se redirige vers des tâches créatives où la machine n'est pas encore bien positionnée. Ouais, merci beaucoup pour ça, parce que ça fait justement une bonne transition vers la conclusion. Je sais que vous devez partir d'ici 5 minutes, Arthur. Donc on va essayer de faire 1 minute chacun sur justement comment est-ce qu'on on valorise le travail d'un salarié quand une IA est là. En fait, l'IA risque de changer la manière dont on va valoriser, dont on va payer et rémunérer un salarié. Donc comment est-ce que vous voyez ça? Donc on va faire 1 minute chacun et comme ça on pourra prendre quand même une question pour Arthur après. Mathilde. Ça ne va pas toujours être évident de savoir exactement quelle tâche a été faite par qui, le collaborateur ou l'IA. Ce qui est sûr, c'est que ça questionne davantage comment on rémunère le temps, comment on valorise, qu'est-ce que c'est la valeur travail, quelle est la résultante. Et tous les sujets aujourd'hui qui se posent déjà sur les temps de travail, sur plus de flexibilité, sur la monétisation des compétences, l'économie des compétences. Donc en tous les cas, il va y avoir une autre manière d'aborder quelle est la valeur créée. Et je pense qu'un collaborateur, savoir bien utiliser l'IA de façon pertinente, responsable, avec déontologie, responsabilité, c'est déjà une performance en soi. Donc en fait, l'enjeu ne va pas être tant de savoir qu'est-ce qui exactement a été fait par l'IA. Là, dans ton compte-rendu, ça a été écrit par l'IA, c'est pas toi. Mais plutôt, quelle est la valeur produit, la valeur que dégage un collaborateur avec l'IA, avec l'utilisation qu'il fait de l'IA, dans la valeur qu'il crée pour une organisation. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais... Merci beaucoup Mathilde Benoît Serre. 2 choses. La première, ne pas dire aux gens l'IA va nous permettre de dégager tout ce que vous faites à faible valeur ajoutée. C'est une manière d'expliquer à un salarié qu'il est à faible valeur. Donc ça, le discours est important. La deuxième chose, c'est faire en sorte que soit on en tire des conséquences sur le temps de travail, sur l'organisation du travail, sur la flexibilité, sur l'autonomie, sur la confiance. Honnêtement, notre législation, elle n'est pas prévue pour ça. Donc ça, c'est un vrai sujet de capacité à faire. Et la deuxième chose, c'est quand même de développer dans les organisations, je plaide beaucoup partout, une influence extrêmement forte du RH, parce que Mathilde a raison. Qu'est-ce qu'on va faire de cette productivité gagnée? Honnêtement, dans ce que je vois aujourd'hui, j'ai déjà la réponse. C'est, ma compta, c'est moins 40% des effectifs, ça tombe bien, j'ai une charge démographique favorable, je ne vais pas remplacer les gens. Donc il y a un vrai combat, sinon on ira, comme le disait Arthur, vers une véritable catastrophe sociale qu'on paiera très cher et qui constituera un frein au développement de l'IA uniquement pour des raisons administratives et sociales. Arthur Mensch. Oui, alors de manière transiente, quelque chose que les employés peuvent très bien faire aujourd'hui, c'est donner du feedback aux intelligences artificielles qu'on déploie, non pas pour les augmenter, quoi. Parce que ça permet de faire en sorte que les agents qu'on déploie, qui utilisent de l'intelligence artificielle, se comportent de mieux en mieux, imitent de mieux en mieux les tâches et deviennent de plus en plus fiables. Et ça, en fait, ce passage d'une fiabilité de 50% sur les tâches complexes à une fiabilité de 100% ou de 99%, ça nécessite d'avoir du signal de supervision, donc, ce qui essentiellement signifie un feedback de type manager à report. Et donc, je pense que dans les prochaines années, c'est une des choses qui a beaucoup de valeur pour les entreprises, arriver à faire en sorte que les employés conduisent
et enseigne aux intelligences artificielles comment faire tourner le business. Bah, nous, on a toujours été très output driven. Donc, en gros, on va dire l'output qu'un employé a par rapport aux tâches qu'il a. La façon dont je le vois, c'est avec ou sans IA, tous les mois, tous les quarters, on essaie de faire en sorte qu'une personne soit plus efficace. Et donc, on mesure son output. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment de venir comme accompagnement et de leur permettre d'être 70%, 100% plus efficace. Je pense qu'il y a assez de tâches dans une société ou dans n'importe quel département pour en prendre un peu plus. Et l'idée, c'est de leur permettre d'enlever les tâches un petit peu plus mondaines pour qu'ils puissent faire des choses un petit peu plus créatives et aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup à tous. Je disais, Arthur Mensch va devoir partir. On va prendre une question pour lui et ensuite on enchaînera avec le Q&A plus global s'il y a une question. Ou sinon, il va partir tout de suite. Une question. Oui, c'est bon, je vais passer sur le micro. On a évoqué les métiers qui seraient impactés par l'IA, qui pourraient déboucher effectivement sur des impacts sociaux importants. On a également mentionné qu'il y aurait potentiellement des métiers qui se transformeraient ou des nouveaux métiers. Et si on est un peu plus concret, selon vous, quelles sont les fonctions qui vont être les plus touchées à court terme? Et inversement, quels sont les métiers qui vont le plus se développer pour que les entreprises puissent anticiper là où il va falloir aller recruter, là où il va falloir se développer pour prendre ce virage avec succès? Les métiers qui vont être le plus touchés à court terme, c'est les métiers où il faut beaucoup écrire ou beaucoup lire. Donc, beaucoup écrire, c'est marketing. Beaucoup lire, c'est analyste. Donc c'est ces deux métiers-là qui sont déjà en train d'être assez modifiés par l'intelligence artificielle. Ceux qui sont certainement les moins impactés, alors difficile à dire, hein, mais a priori le métier de développeur, il est quand même loin d'être remplacé. En revanche, la productivité des développeurs est plus grande, donc ça veut dire qu'on peut construire plus de choses avec les mêmes ingénieurs. Et je pense que ça va rester comme ça parce que c'est pendant longtemps parce qu'on est capable de la productivité développeur, c'est quelque chose qui permet de faire plus de production sans modifier sa main-d'œuvre beaucoup plus facilement que dans d'autres métiers où ça risque d'être plutôt de la compression. Donc ouais, c'est plutôt ça, comme ça que je vois les choses se développer, en tout cas avec nos clients. Merci infiniment Arthur Mensch d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On peut continuer les séquences de Q&A sans Arthur malheureusement. Donc ouais, peut-être sur la même question, répondre. Qui s'en aille. Non. Non, mais bon, je partage le point de vue. Je pense qu'il y a une chose, c'est la caractéristique transactionnelle ou non du métier. Ce que je veux dire par là, c'est que les métiers qui sont très liés à des textes répétitifs, à des applications de texte, et en France, je sais si on en a, mais pas qu'en France, cela, c'est assez mécanique finalement. Je vais vous donner un exemple très concret dont me parlait une avocate que je ne citerai pas, célèbre d'un immense cabinet français et très international, l'un des plus connus, qui m'expliquait que le problème, c'est que par exemple, les recherches jurisprudentielles qui servent de formation à des jeunes collaborateurs d'avocats, ça ne sert absolument à rien de payer des dizaines de jeunes avocats pour le faire, parce qu'ils le font en deux-deux. Et ça leur pose un problème de business, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle me dit, en fait, le problème, c'est que maintenant, j'ai des petits cabinets d'avocats qui viennent en concurrence contre moi, parce que moi, avant, j'avais ce service, et eux n'étaient pas capables de le faire. Aujourd'hui, ils le font en deux-deux, sauf que leur tarif d'accompagnement de problèmes est beaucoup moins élevé que le mien, donc je n'ai que les gros problèmes. Et heureusement, les gros problèmes, il n'y en a pas tous les jours. Donc ça, je pense que les phénomènes dans les entreprises, il y a beaucoup de métiers transactionnels, et il faut comprendre que ces métiers sont exécutés souvent par des gens qui sont, quelquefois avec des faibles niveaux de qualification, qui sont très fiers de leur maîtrise de capacité à comprendre un bulletin de paye. Je vous invite tous à regarder un bulletin de paye. Moi, j'ai jamais rien compris à ce truc-là, sauf la ligne du bas, et j'ai toujours trouvé qu'elle était trop basse. Mais je veux dire par là, voilà, donc il faut faire attention à ça. Ça, je pense que c'est un premier sujet, en complément de ce que disait Arthur tout à l'heure. C'est une première caractéristique parce que ça s'applique assez facilement. Et vous avez dans beaucoup d'organisations ce qu'on appelle les centres de services partagés, les shared services, qui là sont les premières victimes de l'IA, parce que c'est finalement assez simple de l'installer.
Donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Mathilde tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut regarder comment on va remettre de l'humain dans des process. On l'a vu sur le recrutement, où on a vu qu'après une période où quasiment tout le monde nous expliquait qu'on recruterait sans jamais croiser les gens, on a redécouvert que ça a quand même une valeur de croiser les gens. Et qu'on perdait moins de temps à regarder les CV, les compétences, à vérifier. Ça, c'est très bien, mais que la dimension humaine revenait. Donc ça, c'est un premier type de métier. Il y a un second type de métier, qui sont tous les métiers liés à la finance, tout simplement. Et puis le troisième, je trouve que ce serait intéressant, et pour moi je ne l'ai pas encore vu, alors peut-être chez Mazars, j'en sais rien, mais je ne l'ai pas encore vu, c'est que vous savez que beaucoup de managers de proximité en ont assez d'être des boîtes de reporting. Et donc de bouffer 50% de leur temps à faire des trucs comme ça, avec des ribambelles de tableaux qui leur tombent ou qui doivent produire, on ne sait pas bien pourquoi, un coup il est comme ça, un coup il est comme ça, un coup il est comme ça. Et donc, dans quelle mesure l'IA est capable finalement de remplacer cette dimension-là qui crée finalement peu de valeur, à part rassurer ceux qui reçoivent un tableau qu'ils ne lisent pas, pour redonner du temps de proximité aux managers de proximité. Et cela nécessite seulement, probablement des éléments d'écrasement de ligne hiérarchique, mais ça tu sais que c'est un de mes dadas du moment, ça va passer. Voilà, donc je pense que ces métiers-là, en fait ça permet, sans doute, moi c'est l'espoir que j'ai, de ma place en fait, de redonner de la valeur à l'interaction ou au rôle de l'humain, donc chasser toutes les tâches mécaniques, notamment du management de proximité, qui consomment du temps inutile et qui usent les gens tous les jours. Voilà. Parce que les tableaux qu'on reçoit, ils ont bien été faits par quelqu'un. Pareil pour les PowerPoint, les machins, les trucs. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt ça. Après, le dernier point sur les métiers qui vont se développer, moi je pense qu'à un moment, il y a un marché qui va se développer sur le développement des outils d'IA pour les entreprises, qu'elles ne l'intégreront plus dans leur système. Donc je pense que ça sera des métiers d'hyper spécialistes, et donc c'est une sorte d'externalisation qui va arriver. C'est exactement le même modèle que les plateformes téléphoniques il y a 20 ans. C'est vraiment ce que je commence à observer. La réflexion, c'est ça. En disant, on n'a pas le temps d'avoir les outils de R&D nécessaires pour être toujours à la pointe, donc on va aller chercher des pros qui ont ça dans leur modèle économique. Non mais je sais pas, je te le dis, qui ont ça, et lui ça lui va d'ailleurs, mais ça va, non mais c'est vrai, qui ont ça dans leur modèle économique. Or, beaucoup d'entreprises n'ont pas la R&D techno dans leur modèle économique. Voilà. On revient au sujet de l'avantage comparatif et non pas compétitif. Et voilà. Et donc chaque entreprise qui se focalise sur ce qu'elle fait le mieux, et donc mieux et pas seulement mieux que les autres. Une autre réaction d'ailleurs, c'est pas la première révolution technologique qu'on voit, et pourtant aujourd'hui on est quasiment au plein emploi. En fait, est-ce que on est dans un cadre où ça va au contraire apporter plus de travail, apporter plus de valeur, plus de tâches? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, pour moi, c'est comme toutes les avancées technologiques. Il va y avoir, je suis sûr, de nouveaux jobs beaucoup plus intéressants qui vont être créés. Les tâches mécaniques pures, je pense que, personnellement, je trouve ça jamais spécifiquement intéressant. Je pense que l'être humain est développé pour faire beaucoup mieux. Donc, si on peut leur donner des solutions pour leur permettre de faire beaucoup plus rapidement, même moi, en opérationnel, on est une équipe de 3500 personnes aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de mes agents au support qui aimeraient faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus compliquées. Donc, si je peux les aider à couper le travail un peu mécanique et pouvoir donner des réponses beaucoup plus simples pour qu'ils se focusent sur des choses, et même d'un point de vue upskilling, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais pour apprendre de nouvelles façons de travailler, pour pouvoir contribuer encore plus à la vie d'entreprise, ça les intéressera beaucoup. Donc je pense qu'il va y avoir un gros travail d'enablement à ce niveau-là. Je pense qu'Arthur en a parlé un peu, des cours, il commence à avoir de cours gratuits, comment prompter un IA, etc. Ça va être très important. Donc je pense que comme toute révolution industrielle, il va y avoir de nouveaux genres de travail, et avec un peu de chance, encore plus intéressant de ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Une question? Oui, on parle beaucoup d'IA et on continue à chercher les vrais use cases applicables. Ça marche bien chez nous. On sent bien, je n'ai pas encore posé la question. On sent bien qu'il y a un vrai potentiel, mais toute entreprise cherche encore des use cases. Donc, question pour toi, et puis peut-être pour toi Charles, c'est chez un éditeur de logiciels, c'est quoi les top 3 use cases que vous voyez d'application de l'IA très concrète aujourd'hui? Alors pour nous, la raison pour laquelle on a créé notre produit en IA au début, ce qui a plutôt bien marché, c'est qu'on a réalisé que, je pense que c'est pareil pour toutes les entreprises, mon sales, il avait une réponse différente de mon customer support, il avait une réponse différente de mon customer success. Tout ça parce que notre base de données, quand on l'a recherchée, un humain, il cherche différemment. Donc il va avoir des réponses différentes, ce qui fait que
le client de l'autre côté, il n'est pas content. Donc on s'est dit comment on peut faire en sorte d'enlever la possibilité d'avoir des erreurs. Et on s'est dit que l'IA, ça allait être super utile, parce que si vous posez une question plus ou moins de la même manière, vous avez plus ou moins la même réponse si la base de données est plutôt bonne. C'était la première utilisation qu'on a eue et qui a vraiment beaucoup marché en interne. Comme je te disais un petit peu plus tôt, on l'a déployé éventuellement sur nos clients, où ça coûtait à peu près $2 pour que mon customer support ou mon customer success réponde à une question. Aujourd'hui, avec ce qu'on a fait avec DLI, ça nous coûte 0,2 centimes, donc 20 centimes. Donc c'est un coût divisé par 10, ce qui est plutôt énorme. Donc je pense que c'est vraiment l'outil le premier, le plus évident. Je pense toi, à ce niveau-là aussi, non, d'un point de vue… Ouais. Enfin, là, je change de casquette. Je mets ma casquette à l'âne. Vu que j'ai changé de place, ça marche. Il est branché en IA. Voilà, Ça va le faire. exactement. Non, mais on a vu déjà chez Alan, par exemple, on reçoit 1 million de factures tous les ans chez Alan. Et en 2023, grâce à l'IA, on a pu automatiser la transcription de ces factures, donc extraire d'une facture le nom du médecin, le montant à payer, etc. Et ça, on l'a complètement automatisé, alors que c'était toujours quelqu'un qui devait le faire à la main à la base, qui prenait plusieurs journées. Et en fait, grâce à ça, on a économisé 700 000 euros en 2023. Et en même temps, on a pu accélérer énormément la rapidité avec laquelle on rembourse les personnes. En fait, aujourd'hui, on est capable de rembourser quelqu'un en moins d'1 minute, vraiment de la personne qui télécharge sa facture au virement de la banque qui dit bon bah voilà, on vous a donné, vous avez été remboursé par Alan. Ça prend moins d'1 minute. Et ça, c'était complètement impensable quand il y avait des humains dans la boucle. Donc ça crée vraiment des choses où à la fois ça coûte moins cher aux entreprises et en même temps ça augmente la qualité du produit qu'ils vont proposer. Donc ça, c'est un des types d'opportunités. Derrière, il y a tout ce qui va être productivité dans l'entreprise. Et enfin, il y aura tout ce qui sera sur le service client et la relation avec les clients, où en fait, on va pouvoir paradoxalement passer plus de temps humain avec les gens à les accompagner, parce qu'on passe moins de temps sur les choses qui sont un petit peu rébarbatives ou juste transactionnelles. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous avez fait des gens qui écrivaient? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, notre entreprise augmente en termes de membres, en termes de personnes qu'on va pouvoir soutenir en tant qu'assurance santé. Donc, en fait, le volume augmente. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils continuent à faire des cas très spéciaux, mais ils restent quasiment autant. Vous êtes donc condamné à la croissance. On est condamné à la croissance, mais en fait, la société est condamnée à la croissance globalement. Alors, oui, vas-y. Ethan Molik de l'Université de Pennsylvanie parle du rôle formateur des tâches qu'on appelle dites mondaines, des jeunes analystes ou des stagiaires qui arrivent en entreprise et qui vont découvrir, notamment en finance, un modèle qu'ils doivent remplir, un reporting qu'ils doivent construire et la valeur de ces KPI. Parce qu'avant même de pouvoir les analyser, il faut les comprendre et comment le modèle est bien construit. Et il parle justement de cette phase de formation qui va complètement disparaître avec l'arrivée des IA. Et comment dans vos organisations, vous envisagez ça, comment on va créer en fait des seniors avec des générations spontanées de jeunes actifs qui arrivent. Juste, mais Mathilde doit avoir le même problème chez Mazars. Je vous donne l'exemple de BCG. Hein. Vous savez, quand vous rentrez au BCG, après avoir été Bac plus 40, vous avez toute cette phase de data crunch, qui vous apprennent finalement à manipuler les chiffres, les données, les analyses critiques, à soumettre ça dans les process avec un managing partner qui l'a lui-même fait. C'est une phase de formation, d'apprentissage, de comment on arrive à prendre une matière d'une entreprise et à la découper dans tous les sens pour un plan strat ou n'importe quoi. Et qu'effectivement, notre débat, notre sujet, mais on est en train de travailler, c'est faire en sorte qu'on ne perde pas ça tout en évidemment utilisant l'IA pour des raisons d'accélération ou de capacité à donner de la data. Mais c'est un vrai sujet, c'est une intégration de raisonnement en fait. Donc on est en train de travailler, mais comme d'autres, hein,
concurrents ou d'autres, j'imagine chez Mazars, c'est la capacité à développer, non pas, ou à faire en sorte que le temps gagné par l'utilisation de l'IA sur le DataCrunch ou autre, soit utilisé par la capacité des plus jeunes à générer l'analyse critique de ce qu'ils voient. Parce que quand on forme comme ça, c'est pas pour leur apprendre à faire la DataCrunch, c'est pour leur apprendre à critiquer une donnée et à dire, bon voilà, on peut tirer ça de ces informations-là. Donc on essaye plutôt de pousser sur leur capacité plus rapide peut-être à développer de l'analyse critique et donc à interroger ou à mettre en doute ce qu'ils voient et à le travailler, le triturer pour en sortir des enseignements que l'IA, pour le moment, on ne peut pas lui donner. Parce que l'IA, je ne suis pas un grand spécialiste comme vous, mais il n'a pas de logique discriminante. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est que leur donner une logique discriminante en disant, faites ce chiffre-là, l'IA te l'a sorti, mais finalement, on s'en fout. Voilà. Donc voilà. Si on arrive à reporter le temps, non pas en réduisant le temps de formation, mais à reporter le temps sur la catégorie, on se dit que quand ils viendront seniors, machin, ils auront une plus forte capacité de critique de ce qu'ils voient, et non pas d'application bête et méchante d'un modèle. Je ne sais pas comment tu fais toi. J'ai le temps. C'est exactement pareil, c'est-à-dire l'idée c'est pas de leur apprendre à l'utiliser, mais bêtement, mais de comprendre les raisonnements qui sont derrière. Après, si on regarde sur d'autres évolutions, on a déjà eu ça, je prends un exemple très caricatural, mais aujourd'hui, nous on recrute beaucoup de jeunes. L'écriture, quand aujourd'hui on n'envoie que des messages visio, des SMS, ça a déjà eu des vrais impacts sur comment on sait écrire, l'orthographe, la grammaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on évolue, il y a des choses où on perd. Et c'est vrai que j'ai aussi l'exemple de, par exemple, les jeunes qui ont commencé à travailler avec le télétravail. Pour eux, c'est normal. Pour ceux qui ont connu l'avant, on peut aussi mesurer qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne. Et je trouve que ça questionne aussi le sujet de l'intergénérationnel, c'est-à-dire vraiment le rôle des aînés qui ont connu l'histoire, en fait. Parce que dans chaque révolution, il y a du bon, mais si on ne fait pas attention, on perd aussi des choses qu'on a acquises et qui ont été importantes pour notre développement, ce qu'un peu j'appelle la mémoire des organisations, qui fait que ce qui est sûr, c'est que quand on débute avec ces outils, on n'a pas de comparaison possible et du coup, on fonce là-dedans et parfois on n'est soi-même pas lucide de ce à côté de quoi on passe. Et je pense que là, c'est vraiment le sujet, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, de faire travailler l'intergénérationnel, parce que ça va, moi à mon avis, ça va encore augmenter la rupture parfois qu'il y a, notamment entre les générations, parce que, on le sait, on montre peut-être que les aînés sont en tout cas plus réfractaires, beaucoup plus questionnants sur l'arrivée des IA, et ils ont un rôle pour moi primordial à jouer sur cette mémoire et cette histoire de attention, voilà ce qu'on peut en ressortir positivement, mais aussi voici ce qu'on va perdre. Et pour trouver le bon équilibre, tout est une question, je pense, d'équilibre et encore une fois, de responsabilité individuelle dans la manière dont on consomme l'IA. Et ça, c'est un sujet d'éducation, mais très global, de société, et encore une fois, la responsabilité des aînés, qui ont aussi mis ça dans les mains de toutes ces nouvelles générations qui vont commencer à travailler avec. C'est sûr que si on ne passe pas notre temps à les éduquer, à leur apprendre, on aura des gens qui utiliseront les IA sans jamais rien comprendre de comment ça a été créé, etc., qui pourront du coup aussi utiliser des données fausses, erronées, biaisées. Donc pour moi, ça questionne surtout le lien intergénérationnel et la responsabilité dans la transmission entre générations. Je me permets aussi de répondre, comme vous avez parlé de mémoire, j'ai envie de me replonger 2500 ans en arrière, où il y a une nouvelle technologie qui était arrivée, et qui s'appelait l'écriture. Et donc Socrate, le grand Socrate, se lamentait parce que les nouvelles générations allaient perdre la capacité mémorielle qu'avaient les générations qui n'utilisaient pas l'écriture. 2500 ans plus tard, je pense qu'on peut dire que l'écriture n'était pas une erreur et que les transformations étaient positives et qu'on n'a pas nécessairement perdu la capacité de se souvenir. Mais par contre, on se souvient différemment. On n'apprend plus par cœur, peut-être sauf les médecins de première année, on n'apprend plus par cœur des grands amas de données. Maintenant, en fait, on utilise l'écriture pour extérioriser notre cerveau et avoir un support en plus pour mieux faire notre travail intellectuel. Et en fait, d'après moi, ce sera la même chose sur les IA, où en fait on va externaliser une partie de notre travail intellectuel, mais on l'utilisera seulement comme support, parce qu'à la fin, c'est quand même l'humain qui prendra les décisions.
Pardon d'avoir. Non, mais c'est vrai. C'est à la fois vrai. Et en même temps, moi, pas ce qui m'inquiète, mais ce que je regarde, c'est la période intermédiaire entre le mieux qui va naître de cela. C'est toujours le sujet, c'est la période intermédiaire. Il y a un moment, on l'a vu sur la robotisation, on l'a vu partout, il y a un moment où ça s'adapte. Mais qu'est-ce qu'on fait de la période intermédiaire? C'est plutôt ça le sujet. Et l'autre point, pour rebondir sur notre ami Socrate, qui est un garçon charmant, c'est qu'aujourd'hui, des dizaines d'entreprises, ça a été évoqué tout à l'heure, développent des formations, notamment via ce qu'on appelle le projet Voltaire, pour réapprendre aux gens à écrire sans faire de fautes. Donc l'écriture, oui, mais l'orthographe, la grammaire se sont un peu perdus en cours de route. Et c'est incroyable de voir ça. Je trouve ça assez amusant, en fait, d'un côté, les mêmes entreprises font des trucs sur l'IA, etc. Et en fait, reforment leurs salariés à l'accord du participe passé. Donc c'est quand même un truc qui est assez intéressant d'opposition. Parce que quelquefois, effectivement, moi-même, je reçois des trucs, je me dis, effectivement, en fait, ça doit être, c'est phonétique ce qu'il est en train de m'écrire, le garçon. Peut-être une autre question. Non, peut-être que j'aimerais entendre, en fait, Alex, je vais raconter une histoire, parce qu'on s'est rencontrés la première fois et peut-être partager. J'ai peur de ce que tu vas dire. Partager, je trouve qu'un Professionnel. vraiment réponse, pour moi, répond aussi à la partie formation, c'est la manière dont vous avez développé ce delay AI et qu'on a réappliqué nous chez Alan en interne. Qui est cette idée qu'en fait, certes, le modèle, ça c'est Arthur et Mistral qui les font, mais ensuite l'application dans une société, à l'inverse, pour le coup, on a quand même besoin de s'appuyer sur des experts. Et moi, ce que j'y ai lu et la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait tourner les modèles sur nos pages de knowledge, effectivement, qu'on a dû d'ailleurs apprendre à réécrire parce qu'on ne parle pas complètement de la même manière à la machine qu'on parle à un humain. Et ça, c'est assez intéressant. On ne lit pas les graphiques, il y a d'abord le texte, il y a d'abord l'information. Et pour que ça fonctionne, en fait, j'ai besoin d'experts. Et c'est là que la formation se fait chez nous. C'est-à-dire que j'ai chacun qui devient très expert sur mes sujets, et une grosse partie de son job, c'est aussi de tester des dizaines de questions et d'améliorer la réponse de la machine. Et je trouve que là, on bridge un peu le gap entre comment est-ce qu'on forme les gens, effectivement, c'est ce qu'ils font. En revanche, on n'a jamais perdu l'expertise, parce que sinon, la sortie du modèle est affreuse. Ouais, pour le contexte, nous, on a de la HR, de la paye, du légal dans tous les pays en interne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est autant. Et pour ça que nos clients ils travaillent avec nous. Et ce qu'on a fait, c'est plus ou moins ce modèle-là. Donc en gros, on a créé notre propre knowledge base sur une base de Wikipédia, parce qu'on s'est dit c'est quoi la meilleure façon d'écrire une knowledge base plutôt solide et qui marche bien. Et Wikipédia, c'est vraiment un des meilleurs outils pour le faire. Et aujourd'hui, on a une équipe d'écrivains, de 20 écrivains, qui passent beaucoup de temps avec chacun de nos experts dans les différents pays pour créer du knowledge. Mais comme tu l'as dit, la façon dont tu le déchiffres, la façon dont tu l'écris est très différente, mais aussi les paramètres en dessous sont très différents, parce que dans la paye ou dans la HR, ça ne change pas tous les ans, presque. Donc ça a été une application un peu différente. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ChatGPT au-dessus, mais tout le knowledge en dessous, c'est que du deal. Donc c'est un peu différent de ce que vous avez sur le marché. Il me fait de la pub gratuitement. Il me fait de la pub gratuitement, il est gentil. Il est comme ça. C'est un généreux, ce garçon. Il y a du trésor, c'est peu dire. Et une dernière question. Ouais. Il y avait un téléphone. Alors, la question qui a été choisie. Question plus ou moins intelligente. Alors, celle de Thibaut de Clémou, de Dassault, bravo. Quel bénéfice, je pense que ça s'adresse plutôt à toi, Charles, quel bénéfice peut-on attendre de l'IA générative dans les industries fortement réglementées, comme l'aéronautique, le nucléaire, la pharmacie et la médecine, quelque part, dans lesquelles les tâches de justification et de vérification deviennent largement prépondérantes par rapport aux tâches créatives de conception? Je pense que c'est une question. Pour moi? Et pour toi aussi. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Réponds en attendant, vas-y, laisse-moi réfléchir. Mais il y a plusieurs choses. C'est que il y a beaucoup de choses dans ces industries qui sont très réglementées, qui sont de la création de contenu pour justifier de la compliance vis-à-vis de ces réglementations. Et en fait, là-dessus, l'IA est très forte parce qu'elle est très forte à synthétiser, à formuler les choses de la manière dont quelqu'un l'attend. Donc, on a commencé déjà chez Alan, d'ailleurs, à construire des réponses d'appel d'offres ou construire des rapports aux régulateurs
en étant soutenus par ces IA. Et donc, ça nous fait gagner énormément de temps sur purement de la forme et ça nous permet de nous concentrer sur le fond. Donc vraiment, comment est-ce qu'on applique ces réglementations vraiment dans le fond, dans ce qu'on fait dans l'entreprise. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est que l'IA est très forte pour transformer la forme et n'est pas toujours pertinente sur le fond. Et le fond restera l'apanage des humains. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se focalise en tant qu'humain. Et ça s'applique encore plus sur les lois de l'emploi. Nous, on fait du portage salarial sur une centaine de pays. Et même si dans les lois c'est écrit comme ça, il y a une différence entre la loi et ce qui se passe dans un tribunal. Donc c'est toujours important d'avoir les experts derrière parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Donc je pense au niveau compliance, il y a beaucoup d'automatisation, mais on ne pourra jamais l'automatiser complètement. C'est une question même de vérification ou de stamp of approval, on va dire. Merci à tous. Je pense Merci. peut-être que... Non, c'est bon. Merci à tous, on est au bout du temps.